Bonjour. Bonjour, bonjour. Tu m'entends bien, Laureline? Oui, on t'entend bien. Ouais, ok, parfait. Bonjour, bonjour à tous. J'accepte petit à petit les gens qui entrent dans la salle d'attente pour pouvoir commencer le plus rapidement possible. Bonjour. Bonjour Lambert. Bonjour Norbert. Salut. Bon, je préfère prévenir, je pourrais pas rester jusqu'au bout, mais donc si vous me voyez plus, ne vous inquiétez pas. J'ai pas été happé par un trou noir. Entendu, merci de nous Pas de prévenir Lambert. problème. Je vais mettre la vidéo quand même. Voilà, c'est un peu... Je suis pas en train de faire la cuisine, hein. Ah bon? Non, 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 c'est rangé, c'est propre, y a pas de problème. Mince, nous, on pensait attendre les pancakes, là. On est déçus maintenant. En fait, la prochaine fois, on fera un petit déjeuner tous ensemble, hein, si j'ai bien compris. Oui, Tu feras Cyril Lignac, Lambert? oui, on peut. Hop. Alors, j'ai des gens qui arrivent un peu petit à petit. J'attends 8h35 et puis je pense qu'on pourra débuter tous ensemble la présentation. Merci en tout cas à tous les participants qui sont déjà là. Bonjour Alexandre, merci de ton message. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Benoît. Et Benoît. Alors, je vous informe tous juste que la présentation est filmée, comme ça, si vous voulez avoir une trace ensuite, vous pourrez également me la demander. Tout le support de présentation va également vous être transmis à l'issue de cette présentation. Julien vous a concocté un diaporama spécifique, enfin un petit PDF spécifique rien que pour vous expliquer toutes les étapes de la présentation. Tout à fait. Hop, je vois Et à un qu'il moment, est vous allez 8 heures. voir, il n'y aura pas de texte, il y aura juste des images. Donc, écoutez-moi bien. Écrivez vos questions si vous avez des questions pour plus tard. Mais vous inquiétez pas, tout ce que j'ai dit, c'est dans le PDF, du coup. Voilà. Ce qui est sous forme d'image aujourd'hui sera sous forme écrite lors de l'envoi du support. Donc, ça me pousse à commencer. Il est 8h35, je pense qu'on peut commencer. S'il y a d'autres personnes qui arrivent entre-temps, je les accepterai. Merci à tous d'être présents pour cette thématique aujourd'hui sur la cybersécurité. Donc, l'entreprise Wallach adhérente, du coup, depuis presque sa création à Activest, va nous présenter un petit peu déjà son entreprise pour voir concrètement ses compétences et en quoi elle peut vous aider en tant qu'adhérent.
Et puis ensuite, on va vous expliquer comment vous donnez les 10 plus 1 commandement du coup, pour sécuriser vos infrastructures informatiques. Voilà. Je te passe le relais, Julien. C'est à toi la parole maintenant. Super, merci. J'ai pas les droits pour partager par contre de fichiers. Je te les donne, je te les donne tout de suite. Ouais. Maintenant, ça devrait être bon. Hop, nickel. Alors, je ne sais pas si vous voyez la bonne version. J'espère que vous voyez la version plein écran, un peu la version admin. Sinon, c'est pas trop. Sinon, vous me dites. Alors, on voit la version avec tes notes. Ah, version présentateur. Comme ça. Peut-être que ce sera mieux si je fais ça comme ça. Hop là. Et maintenant, c'est bon? Non. Non, je pense qu'il faut que tu fasses un paramètre d'affichage. Ouais. Bon, tant pis. Je vais partager du coup mon deuxième écran, ce sera plus simple. Tac, plutôt que la fenêtre. Là, je pense que ça va marcher. Oui, là, ça marche bien. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est la version 2020, mais c'est pas grave. Effectivement, très bonne remarque, j'avais même pas vu. C'est pour perturber les dates. Ce sera marqué la même date. On est encore en 2020 finalement. On n'a pas vu passer la 2020, alors bon, c'est ça. quand même, je vais la refaire. Non, mais c'est pour brouiller les pistes, c'est déjà une bonne étape, ça. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, du coup, on va commencer. Alors, donc, qui on a vite fait. Voilà, du coup, c'est une société qui a été créée par deux personnes, donc Alexandre Matédoré, qui est aujourd'hui là présent également, et moi-même. On vient tous les deux d'une école d'ingénieurs en cybersécurité qui s'appelle l'NCBS, qui est à Vannes. Et puis, du coup, ensuite, à notre école, on a créé Wallach. Donc, du coup, on a créé Wallach en 2019, en septembre 2019. Aujourd'hui, on est 3 collaborateurs et on travaille notamment en Bretagne et aussi un peu dans les Pays de la Loire et Normandie. Voilà. Pourquoi on fait de la cybersécurité? Pourquoi on a créé notre entreprise? Déjà, nous, on travaille essentiellement avec des PME, des ETI, des TPE de temps en temps, et puis aussi les collectivités. Un grand problème qu'ils ont, c'est que la cybersécurité aujourd'hui, elle est inaccessible pour eux. Donc, notre objectif avec Wallach, c'était de la rendre accessible, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue des compétences, et également d'un point de vue du format, on va dire, qui est demandé par ce type de structure. Donc, le principe, c'est pas de faire de la sécurité pour la sécurité. C'est un peu la tendance qu'on a souvent vite quand on essaie de s'auto-former ou qu'on essaie de mettre en place des mesures qui sont faites pour les grands groupes. Ça a vite tendance à être de la sécurité pour la sécurité. Donc ça, faut arrêter. Et puis du coup, on veut progresser ensemble parce que du coup, nous, à chaque fois qu'on fait des prestations, peu importe la prestation, on forme toujours, en fin de compte, l'entreprise en face de nous pour qu'elle puisse comprendre et être autonome aussi par la suite sans qu'on ait besoin de réexpliquer à chaque fois tout ce qu'on fait. Donc, on a reçu un label qui s'appelle le label Expert Cyber, vous en avez peut-être entendu parler, qui est un label qui a été lancé par Cyber Malveillance l'année dernière et du coup, qui a été annoncé officiellement plutôt il y a 2 semaines pour le grand public, on va dire, et qui a été lancé l'année dernière pour les candidatures. On est également acteur de BrestFab, qui est un dispositif de la région Bretagne pour accompagner les industries dans leur transformation, on va dire, et du coup vers l'industrie 4.0. On est également enseignant dans des écoles comme l'ESNA et l'UBS pour les salariés d'Orange et la gendarmerie. Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, vous vous êtes peut-être posé la question. Voilà que ça vient du jeu vidéo, qui est normalement le mot wall hack, et qui est en fait un jeu de triche qui permet de voir à travers les murs et donc du coup de savoir où sont les ennemis, où sont les alliés, partout ce qui se passe sur la carte. Et donc, nous, le principe de Wallach, c'est un peu d'être le wall hack de nos clients pour qu'ils sachent en fait tout ce qui se passe chez eux, comme ce qui ne devrait pas se passer chez eux, voilà, de leur redonner de la visibilité sur leur système d'information. Alors, on va commencer par 2-3 questions que je vais vous soumettre et je veux bien que vous répondiez dans le chat. Je ne sais pas comment je vais avoir accès au chat par contre. Quand je suis en mode présentateur, c'est vrai que je n'ai pas accès au chat. Je serai là, t'inquiète pas. Je veux bien que du coup, tu me dises… Je serai là en backup. Super. Alors du coup, est-ce que vous pensez que votre entreprise n'intéresse pas les hackers ou est-ce que votre entreprise intéresse les hackers?
Alors, vrai pour ça n'intéresse pas, faux pour ça intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez? À vous de jouer. Je vous laisse répondre. Alors, pour le moment, j'ai pas mal de faux qui arrivent. Ok, pas de problème. Faux, faux, faux. J'ai une majorité de faux. Ok, bon, on va passer à la suite du coup. Tac. Eh bien, pas de chance, c'était vrai. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que bon, c'est marrant de dire comme ça pourquoi c'est vrai. Aujourd'hui, en fin de compte, la cybermalveillance, les cyberattaques, c'est un vrai business. En fait, ce sont des entreprises aujourd'hui, sont constituées comme des entreprises. C'est des groupes qui ont des groupes de développeurs, des groupes de commerciaux, des groupes de gens qui investiguent sur qui ils pourraient attaquer, etc. Et après, en fin de compte, ils balancent leurs attaques à tout le monde. Et peu importe qui y a sur le chemin, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Et puis, en fin de compte, c'est un peu importe qui c'est qui est la victime, à partir du moment où elle s'est pris l'attaque et qu'elle paye, ça les arrange. Donc, en fin de Julien, compte… si je peux me permettre, excusez-moi, je pense que vous n'avez pas ouais. compris notre réponse en disant faux, parce que vous avez dit les entreprises, enfin, les hackers ne sont pas intéressés. Enfin, moi, j'avais compris à l'envers, donc pour moi, ils sont intéressés par notre entreprise. Donc, c'était faux, la fraise Donc, négative. non, Voilà. la réponse, c'est ils ne sont pas intéressés par votre entreprise. Et ben, pour moi, c'est faux. Ils sont intéressés par par notre Oui, entreprise. c'est bien ce que je dis, ce que vous avez dit, c'est faux. D'accord. Exactement. Du coup, on s'est compris. Tout le monde se retrouve finalement. Et voilà, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, il y a quelque chose qui se développe qui s'appelle le MaaS. J'imagine que vous connaissez tous le SaaS, le Software as a Service. Et donc, du coup, en fait, le MaaS, c'est pareil, sauf que le M, c'est pour malware. Et en fin de compte, ce sont des groupes qui aujourd'hui développent des malwares, qui développent des attaques et qui les mettent sur le marché noir. Et du coup, c'est des gens qui achètent ces attaques et qui disent je veux attaquer 1000 entreprises. Et puis, voilà. Et du coup, ils attaquent 1000 entreprises. Le malware est lancé sur 1000 entreprises. Et puis ensuite, ils font des rançons. Et du coup, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils financent on va dire, leur groupe. Donc, en fin de compte, votre entreprise, elle n'intéresse pas directement le hacker. Elle l'intéresse bien sûr parce qu'en fin de compte, vous êtes une sorte de prise d'otage. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu comme quand il y a une prise d'otage dans une banque. Ils prennent tous les gens qu'il y a dans la banque et puis ils les prennent en otage. Voilà, c'est un peu pareil. Deuxième question, je fais des tests d'intrusion sur mes réseaux tous les ans. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, vous me dites, il n'y a pas de problème. Je suis donc protégé, je connais mes vulnérabilités. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, c'est faux? J'ai du faux. Ouais, aucune idée. Aucune idée. Pas de problème. Tous les ans n'est pas suffisant. Ouais. Ok. Du coup, je vais passer à la réponse. Là, bien joué. C'était effectivement faux. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, pour vous expliquer ce que c'est un test d'intrusion et à quoi ça sert, un test d'intrusion, c'est c'est une entreprise que vous allez mandater pour pouvoir regarder les vulnérabilités qui sont aujourd'hui sur votre système d'information. Ça, c'est comme ça que c'est fait aujourd'hui. Comment ça devrait être fait dans un vrai système, on va dire, d'organisation de la cybersécurité? Le test d'intrusion, c'est utilisé normalement pour valider un scénario sur quelque chose, par exemple, que vous avez sécurisé, mais que vous n'êtes pas sûr si c'est vraiment bien sécurisé ou pas. Et donc, vous leur dites, là, j'ai sécurisé comme ça, j'ai fait ça, etc. Mais j'ai ce scénario où je me dis, l'attaquant, il peut peut-être encore passer. Et du coup, vous mandatez une société pour les confirmer. Donc, du coup, ça ne vous sécurise pas. Ça ne peut que vous confirmer ce qu'on appelle dans la cybersécurité les risques résiduels, qui sont en fait des risques qu'on dit, tant pis, c'est trop compliqué à corriger, ou on se dit que ça ne va pas arriver, donc du coup, on ne se protège pas de ce risque. Et pour savoir qu'est-ce qui est quand même possible, on fait du coup un test d'intrusion. Voilà. Dernière petite question. Allez, le diapo. J'ai déjà un prestataire informatique, c'est son travail. Vrai ou faux? J'ai du vrai, j'ai du faux, ouais. J'ai du vrai et faux. Ok. Faux, c'est une éducation du personnel. Pas forcément. Et okay. faux.
Donc, majorité de faux, un peu d'aucune idée, un peu des deux. Alors, la réponse, c'était faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, quand on parle de cybersécurité, on se dit cybersécurité, c'est l'informatique. Donc, du coup, ça va être l'informatique qui le fait. Ça, c'est faux. Parce qu'en fin de compte, la cybersécurité, je pense, si vous voulez, si on devait le rapprocher à d'autres métiers, ça devrait se rapprocher plus du métier de la qualité. Le métier de la qualité, il a été créé pour vérifier ce que fait peu importe qui, le directeur industriel, le directeur de la production, en fait. Et aujourd'hui, du coup, on a fait bien deux métiers différents, celui qui contrôle et celui qui fait. Et en fait, la cybersécurité, c'est un peu ça, c'est ça contrôle ce que l'informatique a fait, en fait. Et donc, du coup, ça peut paraître bête, mais c'est vraiment un problème aussi, du coup, de conflit d'intérêts, en fin de compte, dans la structure, et aussi de budget, dans le sens où, du coup, le budget cybersécurité va être le même que l'informatique, alors que, du coup, normalement, ça devrait être deux budgets à part aussi, comme il y a le budget qualité et le budget production. Voilà. Donc, c'est vraiment deux sujets à part et qu'il faut rendre, en fin de compte, vraiment séparés d'un point de vue de la direction. Donc, si vous avez un prestataire informatique du coup, et que c'est lui qui gère ça, déjà, souvent, les prestataires informatiques, ce n'est pas marqué dans le contrat qu'ils font des choses en sécurité. Et du coup, il y a un problème de conflit d'intérêts parce que les deux, le j'ai fait et j'ai bien fait, est au même endroit. Ça, c'est une démarche sur comment on doit mettre en place la cybersécurité. C'est un peu lourd. Je vous laisserai peut-être… limite, on passera dessus s'il y a des questions après. Et puis, de toute façon, vous l'aurez dans le diapo. Vous pourrez le lire plus précisément dans le PDF. Mais c'est en gros, si vous voulez mettre en place tout seul, c'est voilà comment il faut faire. Voilà, là, on va dire enfin, pas l'état de l'art, parce qu'il y a quelque chose, il y a 2-3 trucs qui manquent. Mais c'est comme ça qu'il faudrait le faire, en gros, sans rentrer dans les ultra détails. Et en fin de compte, en dessous, c'est nos prestations à nous qui correspondent à chaque module, on va dire. Alors, on va passer du coup, merci beaucoup Julien, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on va passer du coup aux 10+1 fondamentaux de la cybersécurité. Le plus 1, c'est un petit bonus à la fin, vous allez voir. Alors, on a un gros problème aujourd'hui, c'est que souvent aujourd'hui, quand on dit je vais faire la sécurité de mon système d'information, déjà quand on parle de système d'information, souvent c'est ça qu'on a en face. On a un gros labyrinthe, c'est très obscur, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas vraiment ce qu'on a, on ne sait pas trop comment s'y diriger. Et donc, la première étape, la première chose à faire, c'est de rendre son système d'information connu, d'avoir une vision de son système d'information, d'avoir vraiment une liste de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Bon, ce n'est pas forcément utile, mais qu'est-ce qu'on a aussi d'un point de vue humain, parce que c'est très important. Il y a des interactions avec le système d'information, et donc ça, souvent, la liste des gens, on l'a, parce qu'il y a le RH, mais la liste des systèmes d'information, c'est beaucoup moins vrai, et ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'ils sont à jour? Est-ce que les gens qui sont bien partis sont bien plus dans les bases? Est-ce que les équipements, il n'y en a pas qui manquent, qu'on a rajoutés, ou alors certains qu'on a enlevés et qui sont toujours présents dans notre liste? La molette. Hop. Et donc, du coup, il faut faire ce qu'on appelle une cartographie. Donc, on fait une cartographie de ces équipements. Donc, en point de vue purement informatique, une cartographie, du coup, ça va être comme une carte, si vous voulez, de Rennes ou quoi, sauf que chaque rue, ça va être un câble réseau, et puis chaque maison, ça va être un équipement, et on va regarder comment ils sont reliés. On va noter leurs adresses. Et donc, ça va permettre d'avoir une vision de son système d'information, de savoir comment il fonctionne, et de pouvoir commencer à travailler et de le sécuriser. Une fois qu'on a une vision, on va dire, assez claire de son système d'information, la première chose qu'il va falloir faire, c'est contrôler les flux. Qu'est-ce qui transite sur mon système d'information? Pour mettre en place ça, souvent, on met ce qu'on appelle un firewall, un pare-feu, qui est souvent, pour des structures plus réduites, on va dire, c'est souvent le point central. Quand c'est des plus grandes, souvent, il y en a plusieurs, donc du coup, ce n'est pas forcément un point central. Mais quand on n'en a que un ou deux, souvent, c'est le point central, c'est sur celui-là qu'à la fin, tout le monde est relié. Et c'est lui qui va dire je passe pas, oui, j'accepte, je n'accepte pas. C'est vraiment celui qui va contrôler, on va dire, le flux numérique qui se passe sur votre système d'information. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut établir ce qu'on appelle en cybersécurité une matrice des flux. Une matrice des flux, c'est quoi? C'est en fait un gros
si on va dire on n'a pas d'outil poids, c'est un gros fichier Excel où dessus, on a de l'interne vers l'interne, donc des flux, on va dire, de mon PC vers un équipement à moi ou de mon PC vers l'imprimante, ce genre de flux. On va faire aussi les flux qui sont de l'interne, donc de chez nous, qui vont vers Internet, et les flux d'Internet qui viennent chez nous. Et tous ces flux, du coup, il va falloir les répertorier en disant j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Et du coup, après, de mettre en place cette politique sur le firewall qui, lui, du coup, va correspondre à ce que vous avez estimé, vous, que vous aviez besoin. La troisième chose à faire, c'est segmenter son réseau. Segmenter son réseau, c'est quoi? C'est en fait séparer, on va dire, toutes ces activités pour faire en sorte que les flux n'aillent pas n'importe où. Tout le monde n'a pas besoin d'accéder à tout, que ce soit d'un point de vue physique, donc des ordinateurs, par exemple, qui sont dédiés à l'administration de certaines choses, ou alors, par exemple, si vous travaillez dans un domaine, par exemple, de l'industrie, et qu'il y a un ordinateur qui permet de contrôler un robot, tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à cet ordinateur qui contrôle le robot. Donc, il faut vraiment faire aussi une segmentation en se disant ça qui a le droit, ça qui n'a pas le droit. Et là, du coup, c'est un peu plus que de l'interne. Pareil pour le numérique. Tous les serveurs, le serveur web, par exemple, de votre site Internet, ça, il faut que tout le monde y ait accès parce que c'est quelque chose qui est public, qui est visible. Par contre, votre serveur, par exemple, de base de données client, votre CRM, votre ERP, ce genre de choses, ça, normalement, tout le monde n'y a pas accès. Il faut que vous identifiez qui a le droit d'y accéder et comment. Donc, du coup, vous allez segmenter comme ça vos réseaux. Et donc, pour pouvoir faire ça sur de l'interne, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle des VLAN. Ce sera marqué, alors c'est VLAN, si ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, ce sont des réseaux virtuels, concrètement, qui permettent en fin de compte de séparer et de leur dire vous n'avez pas le droit d'aller les uns sur les autres sans pouvoir passer par exemple par un contrôleur de flux ou par rapport au firewall, ou même pas du tout, vous n'avez pas du tout le droit de passer. Voilà. Donc ça permet de contrôler, on va dire, les flux et d'éviter qu'ils aillent n'importe où. Ce qui est très important aussi dans la segmentation du réseau, ça peut arriver en fonction de, on va dire, de l'historique de votre entreprise, c'est de bien traiter, enfin, pas forcément isoler, mais de traiter les équipements qui sont obsolètes. Donc, vous avez peut-être un vieux Windows XP, un vieux Windows 7, parce que Windows 7 n'est plus d'actualité aujourd'hui, qui pourtant, votre fournisseur d'applications ou n'importe quoi, votre système tourne sur ce système d'OS. Et bien là, il va falloir être un peu plus vigilant parce que du coup, les mises à jour ne sont plus mises à jour. Et donc, du coup, toutes les vulnérabilités qui sont, on va dire, répertoriées, qui sont découvertes, ne sont pas forcément corrigées. Il y a de temps en temps, quand c'est des failles très critiques, Microsoft envoie une mise à jour, mais en fin de compte, par exemple, Windows 10, c'est des mises à jour minimum une fois tous les mois. Et Windows 7, depuis son obsolescence, je crois qu'il n'y en a eu qu'une ou deux, parce que c'était des mises à jour très critiques, des vulnérabilités très critiques. Voilà. La gestion des entrées et des sorties. Ça, c'est très important aussi. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits bonhommes rouges qui se promènent dans notre entreprise de bleu. On ne sait pas pourquoi. Donc, il faut vraiment contrôler qui vient sur son site. Mais aussi, ça peut être intéressant de contrôler, on va dire, et de ne pas donner toutes les clés aux gens qu'on vient d'embaucher. Alors, en fonction des métiers, c'est plus ou moins important. Mais par exemple, pour un métier de quelqu'un qui va gérer votre système d'information, qui a un peu, on va dire, les codes d'accès de votre entreprise, j'ai envie de dire, les codes d'accès, c'est comme la confiance, ça se gagne. Donc, il ne faut pas tous les donner d'un coup, dès le premier jour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de plus en plus aujourd'hui, et on l'a déjà vu chez des clients qui sont pourtant des entreprises, on va dire, de 80 salariés, c'est des entreprises plutôt modestes, où il y a des gens qui se sont fait embaucher pour rester chez eux. Ils sont restés pendant 3 mois, on leur a donné tous leurs accès, et ils sont partis, et puis après, ils se sont pris une attaque à cause des accès. Donc, une chose qui est très importante aussi, c'est qu'à la sortie, quand quelqu'un sort et qu'il a eu des mots de passe qui sont, déjà les siens sont désactivés, ses comptes sont désactivés, et par contre, quand c'est des mots de passe partagés, ceux-là, il faut les changer. Donc, pareil pour l'intégration des nouveaux équipements. Quand vous intégrez un nouvel ordinateur, la plupart du temps, quand même, tout le monde l'achète où il faut, donc dans des éditeurs, enfin, même des fournisseurs, Matériel.net, Dell, n'importe quoi, LDLC, ce que vous voulez. Ça, c'est, on va dire, une plutôt bonne pratique.
si vous l'achetez sur le bon coin, que vous le récupérez de votre ami ou de je ne sais pas quoi, vaudra mieux quand même remettre à zéro le PC comme il faut, peut-être changer le disque dur, ou, être sûr quand même d'où il vient, quoi. Donc, toujours contrôler, on va dire, ses sources. Il faut que ce soit des sources sûres. Pareil pour vos documents par exemple confidentiels, qui sont des documents papier, enfin papier ou numérique, je veux dire. Les papiers ou le numérique, dans les deux cas, c'est en gros destructrice. Alors, pour le papier, du coup, on s'imagine bien, c'est la vraie destructrice, celle qu'on connaît. Pour le numérique, soit il faut faire un effaçage complet du disque dur avec des outils qui s'appellent des outils de réinitialisation, ça s'appelle de la réécriture. Donc, si vous tapez sur Internet effacer mon disque dur grâce à la réécriture ou un truc comme ça, vous trouverez des outils. Vous avez même des commandes sur Windows qui vous permettent de réécrire les disques durs. Pourquoi c'est mieux ça? Parce qu'en fait, quand vous faites sup, ça ne supprime rien sur votre disque dur. Ça dit juste, maintenant, vous avez de l'espace de stockage libre. Voilà. La réécriture, en fait, ça va réécrire sur le fichier que vous voulez. Et du coup, ça va mettre plein de zéros. Donc, ça va faire 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et du coup, on ne pourra plus relire là où ça a été. Après, si vous jetez par contre votre ordinateur à la poubelle, là, le mieux, c'est de retirer le disque dur et de détruire le disque dur ou de le garder. Si vous le gardez, vous n'êtes pas obligé de le détruire. Si vous le gardez, vous le gardez. Mais le mieux, c'est de le détruire. Donc là, détruire, c'est coup de marteau, perceuse, ce que vous voulez. Mais c'est, voilà, destructrice aussi. Si vous avez une destructrice de disque dur, avec les disques à l'intérieur, vous le dévissez et puis destructrice. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions dans le chat, mais si quelqu'un veut prendre la parole ou a une question depuis. Alors, donc, un formatage de disque dur n'est pas suffisant, je vois de la part de Lambert. Non, tout à fait. Un formatage de disque dur, si par exemple. Alors, ça dépend. Si c'est un PC qui reste dans l'interne, par exemple, c'est un PC, je ne sais pas, de quelqu'un qui n'avait pas de fichier confidentiel, qui n'avait aucune, on va dire, vraiment vraie donnée vitale, ce qu'on appelle données vitales de l'entreprise. Là, vous le formatez, vous le donnez à un collègue, ce n'est pas trop grave. Par contre, si l'objectif, c'est de le revendre ou de le jeter, non, un formatage ne suffit pas, il faut vraiment faire de la réécriture. Ou alors retirer le disque dur, ça marche aussi. Après, par contre, si vous le revendez, pareil, le disque dur. De toute façon, même si vous le revendez, quand même, en fonction de ce qu'a été comme PC, ce qu'il a eu comme information à l'intérieur, si c'est des formations que vous considérez vous sensibles, s'il n'y a rien eu dessus, si c'était un PC vide et que vous n'avez jamais mis dessus à part télécharger Firefox, non, il n'y a pas d'intérêt. Mais par contre, si c'est un PC, par exemple, je sais pas, la RH avec toutes les fiches de paye de tout le monde dessus, avec celui qui gère l'informatique avec tous les mots de passe de votre système dessus, là, vaut mieux effectivement retirer le disque dur quand même. C'est par mesure de sécurité, en fait, j'ai envie de dire. Mais voilà. Hop. La gestion des mots de passe accès identité. Cinquième, j'espère que je ne vais pas trop vite ou trop lentement. Donc, gestion des mots de passe et des accès. Ça, c'est très important. Les accès, là, comme vous voyez, on va dire à gauche, il y a des gens qui ont des clés, il y a des gens qui n'ont pas de clés. Tout le monde va un peu dans la salle de droite où, en fin de compte, il y a des documents qui seraient un peu sensibles et tout. L'objectif, c'est du coup de contrôler aussi cette partie de l'entreprise qui peut être un peu plus sensible et que du coup, normalement, seulement les gens qui ont la clé peuvent rentrer là-bas. Alors, comment ça se figure au niveau de la structure d'un point de vue informatique? Donc, vous pouvez faire, par exemple, un VLAN à part, souvent on l'appelle VLAN administration, donc avec des PC qui sont dédiés à cette administration. Ça peut être plus ou moins lourd en fonction de la structure où on est. Je suis d'accord, si on n'est que 5, effectivement, il n'y a pas forcément d'intérêt, surtout que je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses que vous avez à gérer. Si on est plus nombreux et qu'on commence à avoir des systèmes qui sont, on va dire, des systèmes qui gèrent d'autres systèmes, là, ça peut être intéressant d'avoir quand même un PC un peu dédié à cette administration. Pourquoi faire cette gestion des accès? Déjà, comme ça, vous êtes sûr que si un jour vous intégrez un collaborateur et que ce n'était en fait pas un vrai collaborateur, vous êtes sûr qu'il n'aura pas eu accès à cette partie administration. Et si, par exemple, vous prenez, comme ce qu'on voit souvent maintenant, les ransomware, vous en prenez un, si vous avez bien fait le boulot de séparer cet accès de gestion, en fin de compte, normalement, vous n'aurez pas trop de problèmes à reprendre votre activité parce que les seuls PC qui seront infectés seront des PC, on va dire, de
d'utilisateurs et de bureautique. Et donc, si vous avez bien fait cette séparation, on va dire, sauvegarde, accès des serveurs qui sont importants pour votre métier, vous aurez beaucoup moins de problèmes à reprendre après la crise. Accès des identités, c'est très important. Là, on voit aujourd'hui que tout le monde est bleu. C'est très important d'avoir une identité par salarié, de savoir qui a fait quoi, de savoir retracer que c'est comme ça que ça s'est passé. Pourquoi? Parce qu'en termes d'investigation, déjà, une fois que si vous vous faites attaquer, en termes d'investigation, c'est déjà beaucoup plus facile de revenir, de savoir d'où vient le problème. Et ça permet aussi par exemple, savoir, vous pouvez faire des systèmes en fin de compte où, j'essaie d'expliquer ça sans parler de termes un peu barbares, vous pouvez faire par exemple du contrôle d'accès au niveau du réseau par identité de la personne. Donc du coup, en fait, ça donne en fonction de qui vous êtes dans l'entreprise, de quelle identité l'entreprise vous a donné. Parce que c'est une identité, ce n'est pas forcément une identité en mode Julien Yvna, hein, ça peut être 0001, 0002 si vous voulez, hein, c'est peut-être plus facile en interne de gérer. C'est vraiment une identité numérique, on va dire, de l'entreprise vis-à-vis d'un salarié. Et donc, ces identités, c'est pratique pour pouvoir gérer les accès. Souvent, du coup, on fait quand on a une gestion des identités qui est centralisée, ça nous permet de donner plus ou moins d'accès à la personne parce qu'on sait que c'est lui, peu importe où il se trouve dans l'entreprise. Donc, en fin de compte, que je me branche sur le port RJ45 Ethernet du copain, ça ne va rien me donner plus ou moins d'accès, ça sera juste mon identité personnelle qui me permettra en fait d'avoir plus ou moins d'accès. Donc, ça revient un peu en fait à la confiance qu'on a aujourd'hui au badge, à la tête de la personne. C'est un peu ça. C'est un peu le même principe. Pour la gestion des mots de passe, bon, c'est un peu bateau, mais il faut en parler. Il faut avoir des mots de passe qui sont un peu forts, ne pas utiliser les mêmes, les renouveler plus ou moins, on va dire, régulièrement. Par exemple, les mots de passe Windows, c'est bien de les renouveler tous les 5-6 mois, hein, pas trop souvent et pas trop non plus tardivement. Pas trop souvent, pourquoi? Parce qu'à la fin, ça devient mon super password 1, mon super password 2, mon super password. Du coup, ça ne sert à rien, autant pas le renouveler. Et puis, trop longtemps, là, ça peut mettre des risques où du coup, si le mot de passe part dans la nature, on peut le réutiliser. Voilà. Donc, ça, c'est bien 6 mois pour l'interne. Et si vous pouvez, parce qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup d'entreprises utilisent des applications de SaaS, hein, que ce soit pour vos mails, que ce soit pour peut-être votre système de gestion comptable, pour plein de systèmes, vous pouvez mettre en place la double authentification. Et ça, c'est quand même vachement bien d'un point de vue de la sécurité parce que ça vous permet d'avoir une assurance que même si votre mot de passe est parti dans la nature, vous n'avez pas à aller vous connecter tout de suite et le changer direct parce que vous avez la double authent et potentiellement, du coup, il n'a pas accès à votre téléphone, il n'a pas accès du coup à l'appli. Parce que la double authentification, vous pouvez le faire avec plusieurs méthodes. La meilleure méthode, c'est les applications du style Google Authenticator, Microsoft Authenticator, toutes ces méthodes-là, où c'est en fait ce qu'on appelle des OTP, des One-Time Password. Les authentifications de type SMS, double authentification, pardon, de type SMS et mail, c'est pas terrible parce que du coup, s'il a le mot de passe de votre adresse mail, du coup, il a forcément la double authentification puisque ça vous envoie un mail. Et SMS, on le retrouve pas trop encore aujourd'hui, mais on l'a déjà vu et donc du coup, c'est quand même quelque chose qui est risqué. C'est ce qu'on appelle le SIM swapping en cybersécurité. C'est en fait quelqu'un qui se fait passer pour vous et qui commande une deuxième carte SIM. Et du coup, il a aussi votre carte SIM et du coup, il reçoit vos SMS. Donc, du coup, quand on envoie la double authentification par SMS, du coup, il a potentiellement aussi le code au fait, qu'on vous envoyez par SMS. Voilà. Donc, utilisez bien des systèmes d'OTP, de One-Time Password, comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator, etc. Je n'ai pas envie de faire de la pub pour tout le monde, mais voilà. C'est en gros essayer d'utiliser ce système. Antivirus, ça peut paraître bête aussi, mais regardez bien que vous avez des antivirus d'activés qui regardent du coup ce qui se passe sur les flux et qui retirent les petites briques rouges qui sont là pour essayer de mettre à mal votre système.
Si vous avez des Windows 10, Windows Defender est vraiment très performant, à condition de le mettre à jour, bien sûr. Si vous ne le mettez pas à jour, il est de moins en moins performant avec le temps. Mais donc, mettez-le bien à jour. Donc, Windows 10, Windows Defender, c'est très pratique. Vous avez aussi plein de fonctionnalités sur Windows Defender que vous pouvez utiliser pour éviter, par exemple, que si vous prenez un ransomware, ce dossier soit chiffré. Vous pouvez aussi faire des backups automatiques avec Windows Defender. Donc, regardez un peu les options, c'est assez user-friendly quand même. C'est très facile d'utilisation, Windows Defender, parce que bon, c'est Windows, quoi, c'est clic-clic-bouton. Donc, regardez, prenez le temps, je pense, de regarder, ça peut être utile et ce n'est pas forcément trop compliqué à mettre en place. Vous pouvez également, si vous avez des serveurs, enfin, c'est pas vous pouvez, c'est vous devez. Si vous avez des serveurs, sur Windows, du coup, c'est plus facile, s'ils sont récents, parce que vous avez Windows Defender, c'est 2016 ou plus. Hein. Donc, si vous avez 2019, bravo, parce qu'il y en a pas beaucoup quand même, mais 2016, il a en dessous, du coup, il faudra faire comme les autres PC, Windows 7, Windows XP, c'est là, du coup, il faudra acheter un antivirus à part d'une société qui édite des antivirus, hein, celle que vous voulez. Le problème en fait, de Windows Defender sur les anciens OS comme ça, c'est qu'il n'est pas performant, il faut dire ce qui est, il est nul, hein, donc il ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que pour les OS qui sont avant Windows 10 ou qui sont avant Windows Server 2016, prenez un antivirus. Et si vous avez des OS un peu plus particuliers, alors je ne parle pas de macOS parce que macOS c'est pareil, vous avez les antivirus, on va dire, classiques, hein, comme ceux sur Windows, parce que les éditeurs font les mêmes. Enfin, ils les font pour tous les OS. Si vous avez des serveurs Linux, pareil là. Alors après, c'est vrai qu'en fonction de l'entreprise que vous êtes, je ne sais pas si vous avez des serveurs Linux ou pas, mais si vous en avez, de base, il n'y a pas d'antivirus sur les serveurs Linux. Donc, mettez-en un, surtout si c'est un serveur qui est confronté, on va dire, à l'Internet tous les jours et qui n'est pas forcément super bien contrôlé. Je pense à, par exemple, des VPS OVH, enfin des serveurs que vous avez loués chez OVH, dont vous avez la main. Parce qu'il y a plusieurs offres sur ce type d'hébergement. Vous avez les offres où vous n'avez pas la main du tout. Vous pouvez que mettre votre site web et du coup, vous n'avez pas la main. Vous ne pouvez rien faire. Là, ce n'est pas de votre faute, on va dire, entre guillemets. Mais par contre, les serveurs où là, OVH vous donne complètement la main, vous faites ce que vous voulez, il vous donne juste une boîte vide. Pareil, ça, ce sont souvent, vu qu'ils sont à l'extérieur de votre système d'information, ils ne possèdent pas forcément toutes les mesures de sécurité que vous avez mis en interne. Donc, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, ce genre de machine. Et donc, n'hésitez pas quand même à les renforcer, à mettre des antivirus, à mettre un pare-feu juste pour eux, du coup, parce que, voilà, ils sont en dehors de votre système, quoi. Ils sont dans l'Internet pur et dur. Voilà. Les mises à jour, il faut bien en parler, hein. Parce que dans le temps, votre système, il va se craqueler, il va avoir des failles un peu à droite à gauche qui vont apparaître. Donc, faites bien les mises à jour. Pour beaucoup d'appareils comme Windows, c'est assez facile parce que ça vous dit, vous avez une mise à jour Windows, faites-la, clic, ça redémarre le PC, ça vous embête pendant un petit moment parce que vous êtes en mode, ah là là, encore une mise à jour Windows, 30%, tu le redémarres, ça continue. Mais bon, faites-le, c'est quand même, ça prend 5 minutes, même pas. C'est assez performant. Donc ouais, pensez bien à faire les mises à jour. Pour les outils qui sont un peu plus, pas forcément, qui sont pas très user-friendly, qui ne sont pas forcément super adaptés pour tout le grand public, on va dire, et du coup, c'est plus un public, on va dire, informaticien, qui lui fait ce que vous pouvez faire si vous avez à la charge de l'entreprise cette partie, c'est de consulter des systèmes de veille, comme par exemple le CERT-FR de l'ANSSI. Donc, l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est l'agence de l'État qui gère la cybersécurité pour l'État et les OIV, enfin les opérateurs qui sont d'importance vitale. Donc, ça peut être des entreprises privées aussi, hein. Et puis, donc, du coup, ils ont ce qu'on appelle un CERT. Donc, c'est le CERT-FR. Et en fait, ils font de la veille en disant cet éditeur de logiciel, il a dit qu'il y avait une vulnérabilité, mettez-le à jour. Je ne sais pas, tout en fait, hein, parce que le logiciel, les OS, hein,
et systèmes d'exploitation. Il y a aussi les navigateurs. Il y a vraiment tous les… Alors, ils n'ont pas tout, mais si vous êtes en grand public, ça va vous suffire. Si vous êtes par contre avec des activités qui sont un peu plus, on va dire, spécifiques, si par exemple vous travaillez dans la santé, que vous avez des équipements de santé, si vous travaillez dans l'industrie, que vous avez des équipements industriels, si vous avez, je ne sais pas, vous êtes dans le développement et vous utilisez par exemple du coup des bibliothèques spécifiques de développement et tout, ça, le CERT-FR, il ne le fera pas parce que je pense qu'ils ne prennent pas le temps de le faire, puis ils n'ont pas forcément la volonté d'être ultra exhaustifs comme ça. Donc là, soit vous faites de la veille tout seul, hein, c'est possible, hein, vous avez le droit du coup d'aller voir chez l'éditeur s'il y a des mises à jour qui sont été publiées ou pas. Vous pouvez vous appuyer avec d'autres personnes. Alors, sans faire de la pub, entre guillemets, nous, on a un système de veille qui est gratuit pour les choses les plus génériques. Donc, vous pouvez vous inscrire si vous voulez aussi. On envoie des mails quand vous décidez d'envoyer des mails. Hein, c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous voulez recevoir les mails. Mais voilà, vous pouvez vous appuyer sur des services aussi comme le nôtre ou d'autres qui offrent pour pouvoir avoir une sorte de veille comme ça des mises à jour qui sont à faire aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que du coup, je n'ai pas lancé l'animation, il fallait corriger du coup ces vulnérabilités pour qu'elles disparaissent. Alors, la gestion des sauvegardes et l'assurance cyber. Bon, c'est un grand sujet, vu ce qui s'est passé en plus il y a quelques temps. Je pense que pas mal de monde ici dans la salle a dû être confronté au sujet. On va parler tout d'abord de l'assurance cyber. Pourquoi avoir une assurance cyber? C'est le même principe que pour toutes les autres. C'est que si un jour ça part un peu en cacahuète et qu'on est un peu dans le mal, au moins, grâce à l'assurance cyber, on va pouvoir avoir en fait moins d'impact financier parce que du coup, c'est l'assurance qui va prendre en charge le fait d'emmener les pompiers, les investigateurs du numérique, on va dire, pour pouvoir, on va dire, régler le problème à l'instant T que vous avez sur votre système d'information. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le problème du cyber, on va dire, et des attaques, c'est que là, ça va vraiment… L'assurance va vous permettre juste d'avoir, on va dire, un coût financier réduit. Parce que si, par exemple, votre serveur il est détruit au sens physique du terme et que vous n'avez pas fait de sauvegarde, on ne pourra rien y faire, entre guillemets, on ne pourra pas récupérer vos données. Donc, du coup, l'assurance cyber, c'est vraiment pour éteindre le feu et faire en sorte que le site qui a été impacté redémarre. Les investigateurs, c'est souvent plus pour comprendre pourquoi c'est arrivé et donc, du coup, de faire en sorte que le lendemain, ça n'arrive plus. Voilà. Donc, du coup, deuxième chose très importante à faire, c'est les sauvegardes. Parce que du coup, si vous n'avez pas de sauvegarde et que tout a pris feu, vous n'avez plus rien. Si vous avez fait des sauvegardes et que vous les faites, alors ça, régulièrement, j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément le bon terme parce que si vous avez des données, on va dire, assez figées qui changent une fois tous les ans, vous faites une sauvegarde une fois tous les ans, ça ne sert à rien d'en faire une tous les jours. Si vous avez des sauvegardes, par exemple, qui sont importantes et qui changent tous les jours, je dis bien importantes, parce que si c'est par exemple… Alors après, ça dépend, c'est vrai que ça dépend de l'activité, mais si vous avez vraiment des données qui sont importantes que vous changez tous les jours, c'est bien de faire une sauvegarde quand même journalière. Après aussi, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que c'est grave si je perds par exemple 3 jours de boulot? Est-ce que c'est quelque chose qui est grave si je me dis que là, je prends tous mes dossiers que j'ai créés depuis 3 jours et mes fichiers que j'ai créés depuis 3 jours, je les supprime? Est-ce que je suis dans le mal? Combien de temps je vais réussir à rattraper ce retard, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous décidiez en interne et que vous créez, on va dire, une sorte d'organisation de la sauvegarde, une gestion du coup de la sauvegarde. Où vous vous dites, bon là, c'est le jour J, tous les jeudis, par exemple, à 14 h, on fait les sauvegardes de tout ça. Et puis du coup, vous calez un temps dans votre emploi du temps ou alors vous calez un temps dans l'emploi du temps du service informatique de votre entreprise pour qu'il fasse les sauvegardes de ce qui est nécessaire en cas de perte de quelque chose dans l'entreprise. Voilà. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de s'assurer que les sauvegardes, elles fonctionnent. Donc, de temps en temps, regardez si les sauvegardes n'ont pas été mal faites ou elles ne sont pas corrompues ou alors peut-être que vous ne retrouvez plus le disque sur lequel vous avez fait les sauvegardes. Donc, dites-vous de temps en temps quand même, est-ce que ma sauvegarde, elle marche? Est-ce que je vais réussir à récupérer ce que j'ai pris? Alors, je vois qu'il y a des questions. C'est justement Jafi qui disait sauvegarder et tester les sauvegardes. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà.
Ok, d'accord, oui, ok. Donc, du coup, voilà, je sais que ça peut être des fois chronophage, donc c'est sûr qu'on n'a pas envie forcément de s'y mettre, mais on sera bien heureux de s'y mettre le jour où ça nous arrivera parce que bah, du coup, on ne l'aura pas fait pour rien, entre guillemets, puis on se rendra compte de l'impact que ça aura eu sur la gestion, on va dire, de la crise, quoi. Donc, voilà. Et Lambert dit ne pas se contenter d'une sauvegarde hébergée, à la preuve Bah, la avec preuve avec OVH. OVH, tout à fait. D'ailleurs, si je devais rentrer ultra dans le détail, c'est que le mieux, c'est de faire une sauvegarde, on va dire, sur un équipement qui n'est pas connecté tout le temps, même pas souvent, on va dire, sur votre système d'information. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les ransomware, entre guillemets, sont intelligents. Parce que bah, eux, leur but du jeu, c'est que ça marche et que vous payez. Hein. Donc, s'ils savent que tout le monde fait des sauvegardes, il y a un moment, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Bah, ils regardent si vous avez des sauvegardes. Et s'ils voient que vous avez des sauvegardes qui sont connectées à votre réseau, bah, ils les chiffrent aussi. Et du coup, bah, il n'y a plus de système et il n'y a plus de sauvegarde non plus. Donc, en fonction de la structure et le nombre que vous êtes, ça peut être plus ou moins dur parce que si on est 4-5, bon, on a un disque dur externe, on sauvegarde ce qu'on doit dessus, puis on le débranche. Bon, bah, du coup, on va dire que c'est facile, c'est pas trop chronophage et puis c'est assez facile à gérer quand on n'est pas beaucoup. Quand on est beaucoup plus nombreux, bah, du coup, le mieux, c'est d'avoir du coup, un système de gestion de sauvegarde un peu à part où lui, vous le sécurisez un peu plus pour pouvoir être sûr qu'en fin de compte, par exemple, faire en sorte que le système de gestion de sauvegarde démarre ou vous le démarrez que quand vous allez faire les sauvegardes. Puis ensuite, vous l'arrêtez. Ou alors, vous faites en sorte que les, les flux, il n'y a pas de flux réseau parce qu'il y a aussi c'est un peu technique, mais il y a des outils, on va dire, où c'est du branchement physique hein, avec des câbles pour copier, on va dire, les disques durs. Et ensuite, ils déconnectent d'un point de vue électrique le câble et donc, du coup, il n'y a plus de flux qui passe. Et ça se réactive. Et, bon, après, ça, c'est des systèmes plus complexes. Hein, ça dépendra toujours de votre structure, de la façon dont vous êtes, de la façon dont vous gérez vos choses, vos fichiers. Voilà. J'ai deux Ah oui, questions pour toi. ouais. Première question de Grégory. Quelle solution afin d'éviter le cloud? Alors, éviter le sauvegarde cloud, de vie. c'est-à-dire d'un point de vue, c'est-à-dire éviter de faire les sauvegardes dans le cloud, c'est ça ou... Je pense, ouais, c'était Ouais. par rapport à... On Alors, parlait de sauvegarde à ce moment-là. alors, éviter le cloud, je ne dirais pas que c'est à éviter. Parce que en fonction de la sauvegarde, ça peut être, le cloud peut être aussi une bonne solution. Ce qu'il faut, c'est en fait, comme tout, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est que si votre sauvegarde et votre production, elle est dans le même cloud, bah, on voit bien comme ce qui s'est passé chez OVH. Si par exemple, là, votre solution, c'était votre prod était chez OVH, et par contre, vous avez une sauvegarde chez le cloud, je ne sais pas, de Microsoft, de n'importe qui d'autre, bah, du coup, il y a quand même peu de probabilité que OVH et un autre serveur de cloud, les deux ne marchent plus en même temps et qu'il n'y ait plus rien. Bon, il y a toujours des probabilités, mais la probabilité est très faible, on va dire. Donc ça, voilà. Donc là, c'est du full cloud, par exemple. Mais du coup, voilà. Donc, ce n'est pas forcément à éviter. Ce qu'il faut, ce n'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Après, si vous ne voulez pas faire de solution cloud, soit vous pouvez faire une solution, on va dire, cloud interne, où du coup, vous avez une solution de partage de fichiers interne avec du coup un système de backup où il synchronise en fait sur votre cloud. Et donc, du coup, s'il y a le premier qui tombe ou qui ne marche plus, bah, vous avez votre deuxième serveur et du coup, il marche. Et puis après, bah, il y a aussi les solutions, on va dire, disque dur externe et tout ça, où vous pouvez, du coup, copier-coller tous vos fichiers, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Du coup, c'est ce qu'il a dit, une solution à emporter avec oui. un disque dur. Alors, voilà. DD, Le problème, je pense que c'est le terme pour oui, alors, en fin de compte, c'est une bonne solution, j'ai envie de dire, si c'est quelque chose où la structure est pas très grande, il n'y a pas beaucoup de data. Si on commence à être des structures où c'est 500 salariés, il y a une énorme production, tout ça, c'est pas le disque dur externe, du coup, n'est pas une solution viable, en fait. Voilà, donc ça dépend vraiment aussi de votre structure. Voilà. C'est un peu une réponse de Normand, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ça dépend vraiment de comment vous êtes structuré, de la quantité de data que vous avez besoin. Donc, du coup, voilà. Après, il ne faut pas aussi aller dans le too much, quoi. Si vous êtes 5 et que vous avez de temps en temps
des sauvegardes à faire. Vous pouvez utiliser un disque dur, un cloud secondaire, ce genre de choses. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc, acheter un serveur, mettre un serveur de sauvegarde, je ne sais pas, à bande, faire de la sauvegarde par bande sur cassette et tout. Non, ça ne sert à rien. Enfin, ça, c'est par exemple de la sécurité pour la sécurité, quoi. C'est too much, quoi. Donc, c'est pour ça. Ça dépend un peu où vous vous trouvez. Alors, du coup, j'ai eu d'autres questions entre-temps. Lambert parlait, si on implante une sauvegarde locale, en fait, dans l'entreprise sur un support qui ne reste pas à l'entreprise, par exemple un disque dur externe, avec un cloud en doublon, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est viable. Ça, c'est viable parce que faudrait qu'en fait que le cloud et le disque dur soient plus là en même temps pour que, en gros, il n'y ait plus les sauvegardes. Donc, j'ai envie de dire, si tu n'as pas grand-chose à sauvegarder et qu'en gros, c'est tous tes documents sur ton PC de la période que tu as choisie, ça, c'est viable en fait. Donc, ce qu'il faut, c'est se donner une petite… si le problème du disque dur externe, en fait, si vous voulez, c'est il faut se donner du coup ou se mettre dans l'emploi du temps un moment en mode je fais ma sauvegarde. Parce que le fait que c'est un humain qui fasse quelque chose, c'est souvent tendance à s'oublier. C'est le problème, on va dire. Et du coup, mais c'est une solution très bien. Mais il faut vraiment être, on va dire, rigoureux et du coup penser à la faire parce que souvent. Est-ce qu'il existe un moyen du coup d'automatiser le process pour justement ne pas oublier de le faire? Il y a plein de moyens pour automatiser les process. Après, sur un disque dur externe, c'est plus compliqué parce que le principe du disque dur externe, en fait, c'est que tu le branches et tu le débranches. Donc, tu peux dire à n'importe quelle routine informatique de dire tu me sauvegardes tous mes dossiers automatiquement sur mon disque dur externe. Si ton disque dur externe n'est pas branché, il n'y a personne qui va le brancher pour toi. D'accord. Un backup assist, par exemple? Alors, c'est peut-être le nom d'une solution, je ne connais pas Backup Assist. Voilà, si tu veux prendre le relais. Il y a plein de solutions, il y a même des solutions intégrées à Windows qui s'appellent Sauvegarde. Dans mise à jour, dans paramètres, mise à jour et sécurité et sauvegarde, vous avez un système sur Windows où vous pouvez demander à Windows de sauvegarder les données que vous souhaitez sur quelque part. Donc, ça peut être un disque dur, ça peut être aussi un cloud, ça peut être plein d'endroits. Donc, voilà, il y a plein de façons de l'automatiser. Il y a des logiciels, effectivement, qui permettent d'automatiser les backups. Et effectivement, si vous utilisez un système, on va dire, qui est connecté tout le temps, c'est le mieux à faire parce que ça vous évitera de l'oublier, en fait. Voilà. D'accord. Et que penses-tu d'un coffre-fort numérique scellé avec redondance? Alors, un coffre-fort… J'utilise plein de termes. Je ne sais pas ce que tu fais référence avec le coffre-fort numérique. Alors sais là, qu'il y a une solution cloud qui fait, où ils ont une sorte de ce qu'ils appellent le coffre-fort, où du coup, c'est en fait une sorte de backup qu'ils font automatique de vos data. Et du coup, si vous prenez un ransomware, vous pouvez récupérer les données parce que du coup, ils font ce qu'ils appellent un coffre-fort numérique en fait. C'est de type Wuxo? Je ne sais pas si tu connais. Wuxo. Non, je ne connais pas la solution. Voilà, si Philippe veut prendre la parole pour pouvoir échanger et me donner un peu plus de détails. Il n'y a pas de problème. Au contraire. Mais… Tout à fait. Ah, j'ai pas de micro. Il n'a pas de micro. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, ok. Mais effectivement, mais après, il y a plein de gens il y a plein d'offres aujourd'hui. Il y a plein de fournisseurs de systèmes de sauvegarde. Après, ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est un peu comme le snap en fait de macOS où on fait je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on fait un snap de son OS et on peut le récupérer de hier ou c'est comme Vim. Ouais, d'accord, c'est comme Vim. Bon du coup, ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle en sécurité une copie bit, enfin en informatique plutôt, c'est une copie bit à bit. Donc en fait, c'est chaque disque dur, c'est des bits, etc. Donc ça fait une copie à l'exact identique de votre système. Et du coup, ça permet de faire un backup à l'exact identique de ce que vous avez. C'est une solution viable, c'est une solution comme une autre. Voilà. Mais en temps réel. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Après, il faut se méfier du temps réel. Je ne sais pas comment est fait la solution, mais j'espère que la solution, elle ne sauvegarde pas en temps réel le ransomware non plus. Voilà, donc c'est pour ça je ne sais pas comment est fait la solution et je ne la connais pas, je ne l'ai jamais utilisée. Mais du coup, à voir ce qui peut être… après, ça, c'est une investigation personnelle par curiosité. C'est de prendre un PC nul avec des fichiers dessus, d'installer la solution dessus, d'installer un ransomware et de voir s'il sauvegarde le ransomware. Et du coup, quand vous voulez récupérer vos sauvegardes, le ransomware, c'est
à part remplacer vos sauvegardes. Voilà. Je ne sais pas s'ils font un système de backup en mode N-1, en mode vous avez la sauvegarde N, la sauvegarde N-1, et puis ouais, voilà, ok. Voilà. Après, voilà, bah, moi j'ai envie de dire, s'il y a un antivirus qui gère et tout, j'ai envie de dire c'est l'état de l'art. Voilà. Après, il faut quand même être méfiant avec l'instantané, quoi, parce que à l'instantané, ça peut quand même être dangereux, quoi. Alexandre nous précise qu'il faut être vigilant sur la façon dont la solution est déployée par le prestataire. En termes d'architecture, il y a des précautions à prendre sur ce type de solution pour que vos sauvegardes soient réellement inatteignables. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, vu que je ne connais pas la solution, je ne peux pas te dire si c'est bien ou pas. Ça se trouve, ils font du très bon boulot et c'est très viable. Mais ça se trouve, ils font du mauvais boulot et ce n'est pas viable. Vu que je ne connais pas la solution, je ne peux pas te renseigner là. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te donner d'avis du coup. Mais du coup, effectivement, ça, c'est une solution viable si elle est bien sécurisée, que du coup, elle ne sauvegarde pas le ransomware en même temps que vous faites chiffrer, quoi. Voilà. Voilà. Alors, il y a une petite question entre-temps qui est passée aussi, ouais. si tu as des softs à recommander. Alors, peut-être que tu en as parlé et que je suis passée à côté. J'essaye de suivre un peu aussi le flux de la voilà. discussion. Alors après, il y en a plusieurs qui ont été cités. Hein, là, Vim, ça, c'est une solution qu'on connaît, qu'on utilise souvent. Après, il y a aussi les solutions. En fonction, en fait, aussi de qui on est, il y a les solutions aussi, comme je disais, intégrées à Windows. Hein, il y a ça s'appelle sauvegarde. C'est dans paramètres Microsoft Sécurité Sauvegarde. Pareil, après, il y a des choses aussi où il y a sûrement par exemple, Microsoft, avec leur truc OneDrive, là, il y a le fameux coffre-fort numérique où du coup, ils vous font une sauvegarde, ils vous garantissent. Alors, c'est pareil, hein, tout le monde garantit que, entre guillemets, soit on teste, soit on découvre le jour où on en a besoin, si ça marche vraiment ou pas. Mais ils vous garantissent que quand vous prenez un ransomware, vous le récupérez, ce sera pas chiffré. Après, il y a l'ANSSI. L'ANSSI qualifie des prestataires, dont des prestataires qui ont des logiciels de sauvegarde. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'ANSSI, aller voir ce qu'il y a. Le problème, c'est que souvent, c'est des solutions qui sont quand même, c'est pas donné. Donc, en fonction de qui vous êtes. Si vous êtes une grosse structure, une grosse structure, quand les grosses structures, c'est 60, 70 ou un énorme besoin, c'est très bien. Le problème, c'est que voilà, c'est après, si vous êtes une plus petite structure, ça peut peut-être être un peu cher. Voilà. Lambert mentionne Acronis également. Oui, sûrement. Après, comme je dis, il y a des solutions il y en a plein, de logiciels, il y en a des milliards, il y en a plein. Est-ce qu'ils sont tous viables? Je pense que non. Est-ce qu'ils font tous le boulot de sauvegarde? Ça, je pense que oui, j'espère. Après, voilà. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est soit apprendre quelque chose qui est qualifié par quelqu'un de confiance, donc votre prestataire en cybersécurité, ou alors un produit qualifié par l'ANSSI, ou alors vous faites les tests vous-même, hein, vous lancez votre ransomware sur un PC. Alors, ne le faites pas de façon connectée, comme ça. Attention, ne faites pas ça chez vous, hein. mais voilà, ça, après, vous pouvez le tester aussi. Voilà. Justement, Alexandre met le lien des produits qualifiés de l'ANSSI dans la discussion. Super, parfait. Parce que c'est vrai que du coup, voilà, en fait, c'est toujours pareil. Hein, c'est qui est la source, qui est la personne qui vous a dit que c'était bien. Bien sûr que l'éditeur va vous dire que c'est bien. Enfin, je ne connais pas un seul éditeur qui va dire mon produit, c'est nul. Non, ils vont tous dire c'est bien et vous inquiétez pas. Après, est-ce que c'est vraiment bien? Voilà. Donc, ça vaut le coup de le qualifier et que ce soit quelque chose de qualifié qui est indépendant. C'est la même chose que ce que je disais en fait avant avec le prestataire informatique et le prestataire de cybersécurité, c'est qu'il y a conflit d'intérêts. Et donc, l'éditeur ne peut pas être aussi celui qui dit que sa solution est bien. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit à part de l'éditeur qui dise que la solution est bien. Voilà. Voilà. Après, il y a aussi, si l'ANSSI n'a pas tout, le NIST, c'est le même de l'ANSSI, mais aux États-Unis. Il qualifie aussi des solutions. Hein. Donc après, si ça ne vous dérange pas de regarder ce que font les Américains, moi, je n'ai pas de problème, ils font aussi des choses. Et voilà. Mais ouais, essayez de quand même regarder sur des sources, on va dire, sûres, si les solutions sont des solutions viables. Voilà.
Entendu. En tant que maîtresse du temps, je pense que tu n'as pas totalement terminé du coup ta présentation, sauf s'il y a d'autres questions qui arrivent dès maintenant, parce que c'est hyper intéressant aussi d'échanger comme ça. Oui, tout à fait. Sinon, je te laisse continuer. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat. Et puis, n'hésite pas à me dire, parce que je ne les vois pas forcément pendant que je présente. Mais, Entendu, oui, pas de problème. Alors, la gestion des cyberattaques. Quand vous faites attaquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il ne faut pas paniquer, d'accord? Il n'y a pas de problème. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le pire à faire de paniquer. Donc, ne paniquez pas. Première chose à faire, c'est d'identifier le PC qui va vous attaquer. Parce que du coup, il y a un PC, comme vous voyez, qui est dans l'entreprise, qui va faire que tout le reste autour de vous, vous allez être harcelé, entre guillemets, d'attaques. Et donc, la première chose à faire, c'est d'identifier où est ce point qui fait qu'aujourd'hui, on est attaqué. Une fois que vous avez identifié ce point, c'est de l'isoler. Alors, c'est simple, hein, l'isoler, c'est quoi? C'est vous débranchez le câble Ethernet, vous enlevez le Wi-Fi. Hein. Voilà, il y a un moment, c'est la crise, entre guillemets, on va dire mesure drastique pour la crise, quoi. Donc, vous débranchez le PC. Par contre, vous ne le débranchez pas électriquement. Vous le gardez allumé. Pourquoi? Parce que du coup, si vous avez une assurance, par exemple, la personne qui va intervenir, ou alors si vous faites appel à un prestataire externe pour intervenir sur le terrain, il va en fait utiliser ce PC allumé pour faire de l'investigation. Le problème, c'est que quand vous l'éteignez, il y a plein de choses qui se passent, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de choses qui se passent sur votre PC qui fait que du coup, on a moins d'informations. Donc, ne l'éteignez pas électriquement, ça c'est important. Mais par contre, débranchez tous les câbles Ethernet, le Wi-Fi et tout ça. D'accord? Ça, c'est, on va dire, la première réaction. Ensuite, la deuxième réaction, c'est que souvent, en fin de compte, ces charges qui arrivent, elles sont entre guillemets pas forcément ultra indépendantes et elles vont interroger Internet en disant qu'est-ce que je fais ensuite, qu'est-ce que je fais. Voilà. Elles font un peu comme Windows pour demander s'il y a des mises à jour ou pas. C'est un peu ça. Donc là, le mieux, c'est aussi d'essayer de isoler au maximum, on va dire, votre infrastructure pour qu'il y ait vraiment que ce quoi vous avez besoin circule, qu'il n'y ait pas de source inconnue qui circule sur votre entreprise. Alors, je sais que ça peut être plus ou moins complexe parce que si vous avez une toute petite entreprise qui n'a pas de service informatique, c'est sûr que ce sera compliqué. Si vous êtes une plus grosse structure où il y aura un service informatique qui est un peu plus compétent sur le sujet, ce sera un peu plus facile. Ça, c'est toujours pareil, ça dépend des compétences. Donc, ça, c'est les choses à faire. Bien sûr, ce qu'il faut faire aussi, c'est aller porter plainte, hein, aller à la gendarmerie porter plainte. Et vous pouvez aussi dire sur la plateforme qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr que vous êtes fait attaquer. Quand vous êtes une petite structure, que vous n'avez pas les moyens de vous défendre tout seul, vous pouvez en fait aller demander sur cette plateforme du soutien par d'autres prestataires de cybersécurité, du coup, de l'aide pour régler votre problème. D'accord? Donc, vous soumettez en fait un ticket, on va dire, d'incident sur ce site. Donc, ça, c'est important. Si vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment résoudre ce problème, vous ne savez même pas comment identifier le PC, ça c'est possible. Hein. Le mieux, du coup, c'est de porter plainte et de demander soutien, on va dire, à la gendarmerie, s'ils peuvent pas, et aussi demander soutien au niveau de cybermalveillance.gouv.fr. Bon, la gendarmerie sera plus ou moins compétente, hein, ça dépend, hein, on va dire, de où vous vous trouvez. Voilà, il y en a certaines qui ont des gens un peu plus compétents, on va dire, sur le domaine du numérique parce qu'ils commencent à se former, la gendarmerie. Mais voilà, donc faites-vous aider quand même par quelqu'un de l'externe. Ça peut être, c'est pas que ça peut être bien, c'est que c'est bien si vous n'avez pas de compétences en interne. Philippe ajoute que selon le RGPD, c'est obligatoire de signaler une intrusion et une fuite de données. Une fuite de données. C'est très important de dire que le RGPD, ça ne gère que les données personnelles. Donc, si vous n'en avez pas, par exemple, ça ne sert à rien de se dire à la CNIL « Bonjour, je me suis fait piquer des données personnelles. » Parce que, en fait, le RGPD, c'est vraiment que pour les données à caractère personnel. Hein. Donc, si par exemple, vous n'avez aucune donnée à caractère personnel, ça ne sert à rien d'aller voir la CNIL en disant « J'ai perdu des données à caractère personnel. » Donc, ça, c'est pareil. C'est au système, en fait, ça revient à l'étape 1, qui est qu'est-ce que j'ai dans mon système d'information, qu'est-ce que je sauvegarde, qu'est-ce que j'exploite, et du coup, de savoir ce qu'il faut faire aussi, parce qu'en fin de compte, d'avoir la vision sur ce qu'on est, concrètement, c'est aussi de pouvoir réagir plus tard.
Donc, effectivement, par contre, si on a des données à caractère personnel et qu'elles ont potentiellement fuité, il faut effectivement faire pas porter plainte, mais c'est faire dire à la CNIL qu'on s'est pris une cyberattaque et que potentiellement, il y a du coup une fuite de données à caractère personnel. Voilà. Ce que vous demanderez à la CNIL, par contre, c'est de leur assurer que du coup, vous avez réglé le problème et que du coup, ça n'arrivera plus par la suite. D'accord? Ils vous le demanderont. Ça, c'est pour savoir si vous avez fait quelque chose ou pas pour que ça n'arrive plus. Voilà. Une notification de violation de données, c'est ce que Shafik ajoute. C'est ça. Mais du coup, voilà, ça c'est pour les caractères et données personnelles. Donc, c'est quelque chose de très, on va dire, restreint, entre guillemets, parce que c'est que pour les caractères et données personnelles. Voilà. Une dernière étape, on va dire, qui est un peu particulière, parce que ça va dépendre aussi de la façon dont vous fonctionnez en interne, mais c'est la gestion des déplacements. En fonction, en fin de compte, de où vous allez aller et de ce que vous allez faire, vous allez devoir, on va dire, prendre plus ou moins de mesures de sécurité. Si vous restez en France, bon, on va devoir appliquer, on va dire, les mesures de base, mais on ne va pas devoir normalement se protéger de l'extérieur. C'est, on va dire, des Français, on va dire qu'on est en confiance avec les Français. Donc, il faut chiffrer son PC. Le chiffrement du PC, c'est super simple, hein, peu importe votre OS, que ce soit Windows, Mac, Linux, toujours Linux, si vous le demandez à l'installation de votre système. Windows, vous pouvez le faire au niveau du disque en utilisant le système de Windows intégré. Hein. Vous faites clic droit, je ne sais pas si c'est marqué chiffré ou BitLocker, mais ce sera un des deux. Et du coup, il vous demandera de chiffrer vous pourrez chiffrer votre PC, surtout sauvegarder la clé. À la fin, ils vous donneront, si ce n'est pas vous qui l'avez déterminé, ils vous donneront une clé. Gardez-la précieusement, quitte à la mettre sur un bout de papier, dans un carnet et dans un coffre, parce que cette clé, ça va permettre de déchiffrer votre PC. Donc, si un jour vous avez un problème, vous voulez le déchiffrer, gardez bien la clé. Voilà. Équipez-vous de filtres de confidentialité. Les filtres de confidentialité, c'est des petits écrans que vous mettez par-dessus votre écran qui permettent de ne pas voir en fait votre écran par-dessus votre épaule, quelqu'un qui est à côté. Donc, si vous travaillez par exemple dans le train, ça permet que le mec qui est à côté de vous, il ne voit pas ce que vous faites sur votre PC. Donc, ça peut être utile si vous voyagez beaucoup et que vous travaillez dans des espaces en fait qui sont open space, qui sont avec plein de gens autour. Hein. Donc, même dans des open space, vous allez chez un client, vous êtes dans une salle d'attente où c'est un open space, il y a plein de monde qui travaille. Ça peut être intéressant d'avoir un filtre de confidentialité. Voilà. Si vous avez un antivirus aussi alors, je ne suis pas sûr, Windows Defender ne le fait pas, je ne pense pas, je ne crois pas, j'ai un doute, mais je suis sûr que non. Mais s'il le fait, c'est la version payante parce qu'elle existe aussi. Il y a des antivirus qui permettent en fait de supprimer vos datas si un jour votre PC se fait voler. Donc, en fait, comment ça fonctionne? C'est si vous avez perdu, vous faites voler votre ordinateur, vous allez dans votre gestion des ordinateurs avec votre logiciel d'antivirus et vous dites merci d'effacer les données en fait, de ce PC à la prochaine connexion à Internet, du coup, hein, parce que on va dire la condition, c'est que le PC se reconnecte à Internet. Il va recevoir un push, une notification, on va dire, de l'antivirus pour effacer les données. Bon, c'est une mesure, on va dire, un peu dernier recours, quoi. Mais ça peut être utile de le mettre si vous en avez la possibilité. Voilà. Et puis après, il y a aussi les voyages à l'étranger. Alors, quand vous voyagez à l'étranger, le mieux, c'est de prendre un PC à part. Vous prenez un PC qui est vide, il n'y a rien dessus. Vous faites tout ce qu'on a dit au-dessus, hein, vous chiffrez quand même votre PC, vous avez quand même un fil de confidentialité parce que vous êtes quand même dans un espace ouvert ailleurs, vous êtes ailleurs. Donc du coup, utilisez par contre un équipement à part. Hein. Vous mettez pas que les fichiers dont vous avez besoin pour votre voyage, enfin pas le voyage, mais pour votre intervention à l'étranger, et vous prenez vraiment que ces données et pas d'autres. Vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec toutes les infos de l'entreprise sur votre PC quand vous partez pour un dossier client à l'étranger. Donc, prenez le minimum. Voilà.
petit bonus, entre guillemets, l'étape bonus, la fameuse +1, c'est bien s'entourer. N'hésitez pas à discuter avec d'autres gens qui sont comme vous, donc des structures à peu près la même taille, qui ont à peu près les mêmes problématiques, et de leur poser la question de qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pour faire leur cybersécurité. Peut-être qu'ils sont allés voir un prestataire, peut-être qu'ils ont embauché quelqu'un en interne, peut-être qu'ils font des choses que vous ne faites pas et que du coup, vous pourriez le faire. Peut-être que c'est l'inverse, vous faites des choses qu'eux ne font pas et du coup, vous pourriez leur dire « Ah ben moi, je fais ça, c'est pas mal et tout ». Donc, n'hésitez pas à vous entourer aussi de gens qui ont, on va dire, les mêmes problématiques que vous. Et puis, entourez-vous aussi on va dire, d'experts de la cybersécurité. Si vous êtes curieux et que vous y connaissez un petit peu dans le sujet, les docs de l'ANSSI sont très, très intéressantes. Donc, vous pouvez les lire si vous êtes curieux et vous connaissez un peu le sujet, hein, parce que sinon, vous allez être vite perdu. Voilà. Et puis sinon, voilà, entourez-vous de gens de la cyber, hein, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre. Hein. Même pour nous, on dit toujours, hein, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir une réponse. Hein. On ne va pas facturer à chaque fois qu'on nous pose une question, ça n'a aucun sens. Donc, n'hésitez pas non plus à poser des questions. Hein. Restez pas seul dans votre coin. Et puis pareil, cybermalveillance.vous.fr, gardez-le dans la tête. Si un jour vous avez besoin d'assistance pour un problème parce que vous êtes fait attaquer, ils sont là et ils vous aiguilleront aussi sur leur site web. Voilà, voilà. Puis du coup, j'avais mis le check-in, comme tu m'as dit, Laureline. Je ne sais pas si on a le temps, si on le passe, c'est pas trop grave. Hein, mais, écoute, si tu veux en parler juste quelques minutes pour conclure, et puis pour les adhérents ActiveS, c'est aussi important que tu puisses… Pas de problème. Du coup, on a une offre, nous, qui s'appelle Check-in, qui est en fait une offre, on va dire, pour faire démarrer les structures dans la cybersécurité. Donc, ça leur permet de faire un état des lieux de ce qu'ils ont aujourd'hui et du coup, de construire une feuille de route pour pouvoir leur dire à votre structure, voilà ce qu'il faut que vous ayez fait dans les 3-4 prochaines années. Donc, en fait, on définit avec vous votre état de l'art de la cybersécurité, votre besoin en cybersécurité, et on vous dit tout ce qu'il faut faire. Et à la fin, on vous fait une petite formation pour que vous compreniez le milieu, que vous sachiez l'organiser, que vous sachiez parler avec des gens de cyber, parce que si vous décidez ensuite, entre guillemets, de ne pas travailler avec nous ensuite, c'est sûr que des fois, ça peut être un peu compliqué de parler avec les gens de la cyber. Donc, on vous forme aussi à ça pour pouvoir comprendre et avoir les clés, on va dire, de la cybersécurité de votre entreprise. Voilà, donc une prestation qui se passe en 4 étapes, définir votre contexte. De toute façon, ce sera dans le diapo PDF, donc si vous voulez, je vous laisserai lire comment ça fonctionne. Mais en gros, ça se passe en 4 étapes. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien, pour ce speed à la fin pour conclure. Ouais, c'est la partie commerciale, tout le monde s'en fout. Enfin, nous, on ne devrait pas s'en faire, mais c'est quand même important qui a contribué à l'offre interadhérent. Et puis, c'est important que tout le monde qui en soi est adhérent chez ActiveS la connaisse aussi. Donc, en tout cas, merci beaucoup à l'entreprise Wallach, à Julien, à Alexandre aussi qui est intervenu pour cette présentation de la cybersécurité. Si vous avez d'autres questions avant de conclure, j'ai juste une petite question de Philippe qui a… on pourrait avoir une idée en gros du tarif de la prestation. Alors, nous, ça coûte plein de tarifs sans les moins 20%, parce que là, je n'ai pas les tarifs avec les moins 20%, mais les tarifs pour Global, c'est entre 2 000 et 5 000 euros. En gros. Donc, pourquoi ça fluctue comme ça? C'est qu'en fait, ça dépend de votre structure. Nous, on a plusieurs niveaux, on va dire, de cybersécurité. Et en fin de compte, on vous donne du coup un niveau de cybersécurité. Et à quoi ça correspond? Ça correspond en fin de compte à votre usage du numérique, à votre relation que vous en avez. Et donc, savoir si, par exemple, vous êtes complètement dépendant des ordinateurs et donc, du coup, vous êtes obligé de travailler avec. Si, par exemple, vous avez plein de serveurs, vous avez 50 serveurs et tout ça. Donc, en fonction en fait, de vos besoins et du coup du besoin de sécurité que vous avez, ça coûte plus ou moins cher parce que ça prend plus ou moins de temps en fait. C'est juste ça. Donc, voilà, donc c'est entre 2 000 et 5 000 euros. Ok. Avec les moins 20% si vous êtes adhérent à ActiveS. Du coup, avec les moins 20%, voilà. Je le replace. Merci. Super, merci, te dit Philippe. Donc, voilà. Pour ne pas trop manger de votre temps, parce qu'il est déjà 9h45, je vous remercie de nouveau beaucoup à tous pour votre participation.
Et puis, merci à vous. Et voilà, on reste. N'hésitez pas à contacter Wallach si vous avez la moindre question à propos de l'implantation de cybersécurité au sein de votre entreprise. Et puis, si vous avez d'autres questions. Même des questions, un doute, vous êtes en train de faire un truc chez vous pour la cyber, hein, et vous le faites en interne. N'hésitez pas à nous poser une question parce que vous avez un doute. On préfère répondre gratuitement à un mail où il nous dit il vaut mieux que je fasse ça ou ça, et qu'on nous dise vaut mieux faire ça. Ça nous a pris 5 minutes à répondre, et vaut mieux que vous ayez fait quelque chose de entre guillemets propre plutôt que d'avoir mis des vulnérabilités dans votre système. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de problème. Super. Merci beaucoup, Julien. Merci à tous. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et puis, on reste en contact bientôt pour Activest et les nouveaux événements du mois d'avril, notamment un Active Dating du coup qui se profile pour le mois d'avril afin de pouvoir se connaître davantage et pour le coup échanger nos cartes de visite de façon efficace. Merci à tous et très belle journée. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.